Isabelle arriva au domaine Sainte-Rita, convaincue qu'elle ne serait qu'une servante invisible parmi tant d'autres. Vendue par son propre cousin comme du bétail, elle s'attendait à l'humiliation et à un labeur sans fin, mais le destin lui réservait quelque chose d'extraordinaire. Un baron marqué par la perte, un homme portant de profondes cicatrices, la regarderait et verrait non pas une simple domestique, mais un trésor caché sous la poussière de l'injustice. C'est l'histoire de la survie de la dignité même lorsque tout semble perdu, de la façon dont le véritable amour peut éclore dans les endroits les plus improbables, et de la manière dont, parfois, le plus grand des trésors se trouve exactement là où personne ne pense à chercher. L'odeur de terre fraîchement labourée se mêlait à l'arôme sucré du café torréfié. Isabelle Dubois restait immobile devant le portail en fer du domaine Sainte-Rita, son petit baluchon de vêtements serré contre sa poitrine. La robe grise qu'elle portait, jadis de bonne qualité, était maintenant décolorée et rapiécée au coude. Ses cheveux châtains foncés, attachés en un simple chignon, révélaient un visage aux traits délicats, marqué par l'épuisement de 3 jours de voyage dans une charrette inconfortable. Elle avait 24 ans, mais à cet instant, elle se sentait porter le poids d'une vie entière. Il y a seulement 2 mois, tout était différent. 2 mois auparavant, elle avait encore un foyer, encore sa dignité, encore de l'espoir. Maintenant, il ne lui restait que le vide laissé par la trahison et une certitude amère. Elle était complètement seule au monde. L'histoire d'Isabelle commença à s'effondrer un après-midi de mars, lorsque la fièvre typhoïde emporta sa tante Marie, la seule personne qui lui restait comme vraie famille. Isabelle était orpheline à 7 ans, ses parents ayant péri dans un effondrement de terrain lors des fortes pluies qui avaient ravagé l'arrière-pays. Tante Marie, la sœur cadette de sa mère, l'avait accueillie sans hésiter, l'élevant comme sa propre fille, aux côtés de son fils, Antoine. Pendant 17 ans, Isabelle sut ce que c'était que d'appartenir à quelque part. Tante Marie était une couturière habile. Elle maintenait leur maison modeste mais digne dans les environs d'une petite ville d'Auvergne. Elle avait appris à Isabelle non seulement à coudre, mais aussi à lire, écrire et compter. « L'éducation est le seul héritage que personne ne peut vous voler », disait toujours sa tante, investissant chaque sou qu'elle pouvait dans la formation de sa nièce. Antoine, 3 ans plus âgé qu'Isabelle, avait toujours été distant, pas exactement cruel, mais indifférent, comme si la présence de sa cousine était un fardeau qu'il tolérait par obligation. Quand tante Marie tomba malade, il visitait à peine sa mère, prétextant des engagements urgents avec des affaires qui ne prospéraient jamais vraiment. Isabelle s'occupa seule de sa tante pendant les 6 semaines d'agonie, préparant des bouillons qu'elle ne pouvait pas avaler, changeant des compresses froides sur son front fiévreux, lui tenant la main pendant qu'elle délirait. La dernière nuit, tante Marie serra faiblement la main d'Isabelle. « Pardonne-moi de te laisser seule, ma petite, » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Antoine prendra soin de toi. Je lui ai fait promettre la maison, les économies. Tout sera partagé entre vous deux. Tu es ma fille autant qu'il est mon fils. » Isabelle ne put répondre à travers ses larmes. Elle se contenta de tenir cette main de plus en plus froide, jusqu'au dernier soupir. Tante Marie mourut à l'aube, laissant un vide immense et une promesse qu'Antoine n'avait jamais eu l'intention de tenir. L'enterrement fut simple. Peu de gens y assistèrent, seulement quelques voisines et d'anciennes clientes de la couture. Antoine apparut en vêtements neufs, sentant l'eau-de-vie bon marché à peine masquée par une eau de Cologne de piètre qualité. Il ne versa pas une larme. Pendant la cérémonie, Isabelle remarqua comment il regardait autour de lui avec impatience, comme si chaque minute passée là était une perte de temps précieux. La nuit suivant l'enterrement, Antoine révéla enfin ses véritables intentions. Isabelle rangeait les vêtements de sa tante, séparant ce qui pouvait être donné, quand il entra dans la chambre sans frapper. Ses petits yeux calculateurs parcoururent la pièce, comme s'il évaluait des marchandises. « Nous devons parler de votre situation, Isabelle, » dit-il sans préambule. Sa voix avait ce ton faussement préoccupé qu'elle apprendrait à détester.
Vous êtes seule maintenant, une femme célibataire, sans famille directe, sans dot, sans perspective. Isabelle se tourna pour lui faire face, tenant toujours un châle brodé que tante Marie portait le dimanche. Votre mère a dit que la maison serait partagée entre nous. Elle a dit qu'il y avait des économies. Ah, oui, les fameuses économies. Antoine esquissa un sourire tordu. Le problème, ma chère cousine, c'est que ma mère ne connaissait pas la véritable situation financière. Il y a des dettes, beaucoup de dettes. La maison devra être vendue pour les acquitter. Quelle dette? Isabelle sentit son estomac se nouer. Tante Marie était prudente avec l'argent. Elle ne s'endettait jamais. Des dettes que j'ai contractées au nom de la famille. Antoine marcha jusqu'à la fenêtre, lui tournant le dos. Des investissements qui n'ont pas fonctionné, des prêts à taux d'intérêt élevés. Vous ne comprendriez pas ces affaires d'hommes. C'était un mensonge. Isabelle savait que c'était un mensonge. Elle le voyait dans ses épaules tendues, dans la façon dont il évitait son regard, dans la précipitation de ses mots. Mais que pouvait-elle faire? Elle n'avait pas de documents, pas de preuves, aucun pouvoir légal. Elle n'était qu'une femme célibataire dans les années 1880. Dans une société qui ne donnait pas de voix aux femmes sans hommes pour les représenter. Alors, que va-t-il m'arriver? La voix d'Isabelle sortit plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. Antoine se retourna enfin, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui la fit frissonner. « J'ai trouvé une solution. Je connais un propriétaire terrien dans l'arrière-pays, le baron de Sainte-Rita, veuf, solitaire. Il cherche quelqu'un pour administrer les services domestiques de la propriété et il a offert une somme généreuse pour une jeune femme de confiance. » Le silence qui suivit était lourd comme du plomb fondu. Isabelle comprit lentement ce qu'il disait, mais son esprit refusait d'accepter. « Vous voulez me vendre ?» Les mots sortirent comme des lames. « Vendre est un terme très fort, ma cousine. » Antoine eut la décence de paraître légèrement mal à l'aise. « Je vous arrange une situation, un emploi digne dans une propriété respectable. Vous aurez un toit, de la nourriture, une protection. C'est plus que beaucoup n'en obtiennent, et vous recevrez de l'argent pour cela. Combien? Combien vaut une vie humaine, Antoine? Combien vaut la fille que votre mère a élevée comme la sienne? 2000 francs. La réponse fut rapide, sans honte. Cela réglera les dettes les plus urgentes et me permettra de lancer une nouvelle affaire. Vous devriez me remercier. J'aurais pu simplement vous mettre à la rue. » Isabelle laissa tomber le châle qu'elle tenait. Ses jambes faiblirent et elle dut s'appuyer sur la commode pour ne pas tomber. 2000 francs, l'équivalent de plusieurs mois de travail honnête. C'était le prix de sa liberté, de ses rêves, de son avenir. « Je n'accepterai pas cela, je refuse. Vous n'avez pas le choix. » La voix d'Antoine perdit toute prétention de gentillesse. « Je suis votre parent le plus proche. Légitimement, je suis votre tuteur jusqu'à ce que vous vous mariez. Et si ce n'est pas par la bonne volonté, ce sera par la force. J'ai des créanciers dangereux, Isabelle. Des hommes qui n'acceptent pas les excuses. Si je ne paie pas, ils s'en prendront à tout ce qui a de la valeur. Et une jolie jeune femme comme vous. » Il laissa la menace en suspens, sale et explicite. Isabelle sentit la nausée lui monter à la gorge. « Vous êtes méprisable. Je suis pratique. » Antoine se dirigea vers la porte. « La charrette viendra vous chercher dans 3 jours. Prenez juste le nécessaire. Des vêtements simples, pas de luxe. Vous allez travailler, pas vous promener. » Après qu'il fut parti, Isabelle s'effondra sur le sol, serrant le châle de tante Marie contre sa poitrine. Les larmes vinrent, chaudes et amères. En moins d'1 mois, elle avait tout perdu, sa mère de substitution, sa maison, sa liberté. Et maintenant, elle serait vendue comme du bétail pour solder des dettes qui n'existaient même pas. Pendant ces 3 jours, Isabelle envisagea de fuir. Mais où? Elle n'avait pas d'argent, ne connaissait personne dans d'autres villes, n'avait d'autres compétences que la couture et la lecture. Les femmes seules, sans référence, se retrouvaient dans des situations encore pires. Au moins, au domaine, elle aurait un toit et de la nourriture, aussi humiliante que fût la situation. Elle enveloppa soigneusement ses quelques effets personnels. 3 robes simples,
la Bible de sa mère, le châle de tante Marie, une photographie décolorée de ses parents et le petit carnet où elle consignait des recettes de couture et de broderie. Elle garda aussi, cachée au fond de son baluchon, la petite somme d'argent qu'elle avait réussi à économiser en secret au fil des ans. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était le sien. Antoine ne connaîtrait pas cet argent, et elle ne lui permettrait pas de le découvrir. Le matin du départ, Isabelle se réveilla avant l'aube. La charrette arriverait à midi, mais elle ne pouvait plus rester couchée. Elle marcha à travers la maison vide pour la dernière fois, touchant les murs qu'elle avait connus pendant 17 ans. La cuisine, où tante Marie lui avait appris à faire le pain. La petite chambre à l'arrière, où elle avait dormi depuis son enfance. L'atelier de couture, où elle avait passé d'innombrables après-midi à apprendre des points délicats. Chaque pièce était un souvenir, chaque recoin une réminiscence, et tous seraient vendus, transformés en monnaie pour alimenter les vices et la cupidité d'Antoine. L'injustice brûlait dans sa poitrine comme une braise ardente, mais elle n'avait pas le pouvoir de la changer. Pas encore. Quand la charrette arriva finalement, Isabelle était prête. Elle avait enfilé sa meilleure robe grise, attaché ses cheveux avec soin et levé le menton. Si elle devait être emmenée comme une marchandise, au moins irait-elle avec dignité. La dignité ne réside pas dans le destin qui vous est imposé, disait toujours tante Marie, mais dans la façon dont vous l'affrontez. Le charretier était un homme d'âge mûr, la peau tannée par le soleil et peu de dents. Il n'était pas cruel, juste indifférent, un ouvrier accomplissant son service. Il prit le baluchon d'Isabelle sans cérémonie et lui indiqua l'arrière de la charrette, où elle s'installerait, entre des sacs de farine et des caisses de marchandises diverses. Antoine ne vint même pas lui dire au revoir. Isabelle ne fut pas surprise. Elle sentit seulement une confirmation amère de n'avoir jamais eu de véritable famille avec lui. Tandis que la charrette commençait à se mouvoir, une vieille voisine fit timidement signe de la fenêtre. C'était Madame Bénédicte, qui avait acheté des robes à tante Marie pendant des années. Elle avait des larmes aux yeux. Le voyage dura 3 jours entiers. 3 jours de route cahoteuse, de soleil implacable le jour et de froid coupant la nuit. Ils s'arrêtèrent dans de petits villages pour reposer les animaux et obtenir de l'eau. Le charretier, dont elle découvrit le nom être Monsieur Jacques, n'était pas bavard. Il mangeait en silence, dormait dans des endroits séparés, repartait à l'aube. Isabelle utilisa ce temps pour se préparer mentalement. Elle ne savait pas ce qu'elle trouverait au domaine Saint-Rita. Elle ne savait pas quel genre d'homme était ce baron. Elle ne savait pas comment elle serait traitée. Mais elle savait une chose, elle ne se perdrait pas dans le processus. Elle avait gardé au fond de son âme les mots que tante Marie répétait toujours. On peut tout enlever à une personne, Isabelle. Maison, argent, position sociale. Mais on ne peut pas enlever ce qu'elle garde ici. Et elle pointait sa poitrine, son cœur, son essence, sa dignité, son estime de soi. Cela, seul, vous pouvez le céder, et vous ne devez le céder qu'à qui le mérite vraiment. L'après-midi du 3e jour, alors que le soleil commençait à descendre, peignant le ciel d'orange et de violet, Monsieur Jacques pointa enfin l'horizon. Là, le domaine Saint-Rita. Isabelle suivit la direction de son doigt et sentit son cœur s'accélérer. Au sommet d'une douce colline, entourée d'interminables rangées de caféiers, s'élevait une imposante construction. Le corps de ferme était typique des grandes propriétés de l'arrière-pays français. 2 étages de murs blancs, un toit de tuiles rouges, une large véranda soutenue par de solides colonnes, de hautes fenêtres aux volets de bois peints en vert foncé. Un escalier de pierre menait à l'entrée principale, flanqué de majestueux platanes qui devaient avoir des décennies. C'était beau, Isabelle devait l'admettre, mais la beauté ne signifiait pas la bonté. Les palais pouvaient aussi être des prisons. Et à cet instant, alors que la charrette s'approchait de plus en plus de ce portail en fer, elle sentait qu'elle franchissait une frontière sans retour. Qui serait-elle de l'autre côté? Toujours Isabelle Dubois, la nièce élevée avec amour, ou simplement une servante anonyme, un numéro, un outil de travail?
La charrette traversa le portail qu'un jeune garçon aux pieds nus ouvrit précipitamment. Ils ne montèrent pas jusqu'à la maison principale. Au lieu de cela, Monsieur Jacques contourna le bâtiment principal, les menant par l'arrière où se trouvaient les zones de service. L'odeur changea. Fumée de bois, graisse de porc frit, savon fort. C'était l'odeur de la cuisine, du travail domestique, de la servitude. La charrette s'arrêta devant une porte latérale de la maison, moins ornée que l'entrée principale. Avant qu'Isabelle ne puisse descendre, la porte s'ouvrit. La femme qui apparut sur le seuil était une figure impressionnante, grande, mince comme une baguette, la peau tannée par de profondes rides. Elle devait avoir environ 60 ans, mais ses yeux noirs étaient acérés comme des lames de couteau. Elle portait une robe noire sévère, un tablier blanc impeccable et un trousseau de clés pendu à sa taille, qui tintait à chaque mouvement. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon si serré qu'il tendait la peau de ses tempes, lui donnant une expression en permanence sévère. Alors, c'est la jeune femme que M. Antoine a vendue. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Sa voix était sèche, sans émotion. Je suis Madame Firmine, gouvernante de cette maison. À partir de maintenant, vous me répondez. Quel est votre nom? Isabelle Dubois. Madame. Isabelle descendit de la charrette avec toute la dignité qu'elle put rassembler. Ici, vous êtes juste Isabelle. Les noms de famille sont pour les gens de bonne famille. Vous êtes une servante. Madame Firmine la regarda de haut en bas, l'évaluant comme du bétail. Monsieur Jacques, vous pouvez partir, je m'en occupe. Le charretier acquiesça et partit sans se retourner. En quelques secondes, Isabelle fut seule avec cette femme qui semblait faite de pierre et de glace. Madame Firmine n'attendit pas de réponse. Elle se tourna simplement et entra dans la maison. Isabelle la suivit, franchissant cette porte qui séparait sa vie passée d'un avenir complètement incertain. Le couloir était étroit et frais, avec des murs en pierre et un sol en larges planches de bois. Il sentait la cire d'abeille et la lavande. Madame Firmine marchait à pas ferme, le trousseau de clés tintant comme des clochettes d'avertissement. Elles passèrent devant la cuisine, où Isabelle aperçut rapidement plusieurs femmes travaillant autour d'un immense four à bois. Aucune ne leva les yeux. Elles descendirent un petit escalier étroit et arrivèrent dans une zone encore plus modeste à l'arrière de la maison. Là, Madame Firmine poussa une porte de bois qui grinça sur ses gonds mal lubrifiés. « Votre chambre ». Isabelle entra et sentit son cœur se serrer. L'espace n'était pas plus grand qu'un placard, une minuscule fenêtre haute qui laissait à peine entrer la lumière. Sur le sol en terre battue, une paillasse. Accrochée à un clou rouillé sur le mur, une robe en coton grossier couleur terre, un seau d'eau et une bassine en étain cabossé complétaient tout le mobilier. C'était une cellule, pas une chambre, un lieu pour exister. Pas pour vivre. Rien de luxueux, mais vous n'êtes pas venu ici pour être choyé. Madame Firmine croisa les bras, observant la réaction d'Isabelle avec des yeux qui ne perdaient rien. Changez cette robe. Ce que vous portez sera rangé. Les servantes portent un uniforme. Puis-je au moins garder mes affaires? Isabelle serra son baluchon contre sa poitrine. Laissez-les là, j'inspecterai plus tard. Nous n'autorisons rien de valeur aux servantes. Cela évite les tentations de vol. Le mot « vol » fut comme une gifle. Isabelle ravala la réponse qu'elle voulait donner. Il ne servirait à rien de provoquer cette femme le premier jour. Madame Firmine sortit en fermant la porte derrière elle, mais Isabelle entendit clairement le son d'une clé tournant. Elle était enfermée. Elle regarda autour de ce misérable cubicule qui serait sa maison pour les temps à venir, sentant les murs se refermer. Pendant un instant, la panique menaça de la consumer. Elle était piégée, seule, à la merci d'étrangers, mais elle se força alors à respirer profondément. Tante Marie n'avait pas élevé une jeune femme faible. Oui, la situation était terrible, mais elle n'était pas permanente. Rien n'était permanent. Tant qu'elle aurait vie et conscience, elle aurait des choix, même s'ils étaient petits.
Le choix de conserver sa dignité, le choix de ne pas se laisser briser, le choix de continuer à être Isabelle à l'intérieur. Peu importait le nom qu'on lui donnait à l'extérieur. Elle retira sa robe grise avec soin, la pliant avec révérence. C'était le dernier morceau de sa vie antérieure, une connexion tangible avec Tante Marie et avec la femme qu'elle avait été. Elle la rangea au fond de son baluchon, avec la Bible et la photographie de ses parents. Puis elle se lava à l'eau froide de la bassine, sentant le liquide réveiller sa peau engourdie. L'uniforme de servante était exactement comme elle l'attendait, rêche, informe, fait pour annuler toute trace de féminité ou d'individualité. Le tissu grossier irritait sa peau sensible. Quand elle eut fini de s'habiller, elle se regarda dans le minuscule fragment de miroir cassé qu'elle découvrit au-dessus de la bassine. La femme réfléchie était une étrangère, cheveux ébouriffés, visage pâle de fatigue, robe qui ressemblait à un sac de farine. Qui était-elle? Ce n'était certainement pas l'Isabelle qui était arrivée 3 jours auparavant. Mais alors ses yeux rencontrèrent ses propres yeux dans le reflet. Et là, derrière la fatigue et la robe humiliante, elle vit quelque chose que Madame Firmin ne parviendrait jamais à effacer. Elle y vit l'étincelle de son essence, petite, peut-être tremblante, mais toujours allumée, toujours résistante. Tante Marie disait toujours que la véritable force d'une personne ne se mesurait pas aux jours heureux, quand tout allait bien, mais aux jours impossibles, quand tout conspirait contre elle. Dans ces jours-là, disait-elle, vous découvrez de quoi vous êtes réellement faite. Isabelle redressa les épaules, leva le menton et frappa à la porte. Cela prit quelques secondes, mais elle entendit enfin des pas et la clé tourna de nouveau. Madame Firmin ouvrit, surprise de la voir prête si rapidement. « Je suis prête à travailler, madame. » Quelque chose passa dans les yeux de la gouvernante. De la surprise peut-être, un respect réticent, mais cela disparut si vite qu'Isabelle pensa l'avoir imaginé. « Venez alors. J'ai beaucoup à faire et peu de temps pour m'occuper d'une nouvelle servante. » Elle suivit Madame Firmin de retour dans le couloir, mais cette fois d'un pas ferme. Oui, elle avait peur. Oui, elle était perdue, mais elle n'était pas brisée. Et tant qu'elle conserverait cela, tant qu'elle garderait cette étincelle allumée en elle, elle avait une chance. Le voyage serait long et difficile. Mais il commençait là, à ce moment précis, avec ce premier pas. La cuisine était un monde en soi, immense, avec un haut plafond noirci par des années de suie. Les murs étaient couverts d'étagères remplies de casseroles en cuivre, en fer et en terre cuite. Au centre, dominant tout l'espace, comme un dragon de fer, s'élevait l'immense four à bois, toujours allumé, toujours exigeant d'être alimenté, toujours exhalant une chaleur infernale. Plusieurs femmes y travaillaient, se déplaçant avec la chorégraphie répétée de celles qui exécutent les mêmes tâches depuis si longtemps qu'elles sont devenues une extension de leur corps. Isabelle s'arrêta sur le seuil, observant. Il y avait 3 femmes d'origine lointaine, 2 plus âgées et une jeune, toutes vêtues d'uniformes similaires aux siens. Une femme blanche d'âge moyen, robuste, au tablier taché de farine, clairement la cuisinière en chef, et une jeune fille qui ne devait pas avoir plus de 12 ans transportant du bois. Attention à toutes. Madame Firmin frappa des mains 2 fois, sèchement et autoritairement. C'est Isabelle, elle commence aujourd'hui, que quelqu'un lui enseigne les bases. Je n'ai pas le temps pour ça. Et elle sortit sans plus d'explication. Le silence qui suivit fut lourd. Les femmes regardèrent Isabelle avec des expressions variées, curiosité et indifférence, une ou deux avec ce qui ressemblait à de la pitié. Finalement, la cuisinière en chef s'approcha. C'était une femme corpulente, à la peau claire, brûlée par le soleil, les cheveux gris cachés sous un foulard blanc. Son visage rond avait de profondes rides autour des yeux et de la bouche, marque de quelqu'un qui avait beaucoup souri dans sa vie, bien que maintenant son expression fût fatiguée. « Je suis Madame Rose, cuisinière de cette maison depuis 23 ans. Vous savez faire quoi? » « Je sais coudre, broder, lire et écrire, faire des comptes, » répondit Isabelle honnêtement. Un silence surpris tomba sur la cuisine. Plusieurs servantes arrêtèrent ce qu'elles faisaient pour mieux la regarder.
Madame Rose fronça les sourcils. « Alors, vous avez de l'éducation. Comment vous êtes-vous retrouvé ici ?»« Ma tante est morte. Mon cousin m'a vendu. » Les mots sortirent sans émotion. Isabelle avait rapidement appris que pleurer ne changeait rien. Madame Rose laissa échapper un long soupir. « Encore une. Il y a toujours une autre histoire triste. » Mais sa voix n'était pas plaintive, seulement fatiguée. « Eh bien, l'éducation ne sert pas à grand-chose ici, en cuisine. Voyons si vous supportez le travail physique. Voyez ces casseroles là-bas. » Elle pointa du doigt une pile effrayante de casseroles noircies, grasses, empilées dans une énorme bassine près de la porte de derrière. Il devait y en avoir une vingtaine de tailles variées, toutes incrustées de graisse brûlée et de restes de nourriture. « Elles sont à vous. Lavez-les jusqu'à ce qu'elles brillent. Utilisez la soude caustique, mais faites attention. Ça brûle la peau si vous n'y prenez pas garde. » Isabelle s'approcha de la bassine. L'odeur de graisse rance la frappa comme un mur solide. Certaines de ces casseroles semblaient n'avoir pas été lavées correctement depuis des semaines. C'était un travail humiliant, brutal, clairement destiné à tester si elles tiendraient le coup ou abandonneraient en pleurant le premier jour. C'était un travail qui brisait l'esprit, mais Isabelle était déjà brisée à l'intérieur, ou pensait l'être. Elle n'avait plus rien à perdre. Sans dire un mot, elle retroussa les manches de sa robe rêche, prit un torchon grossier et commença à frotter. La soude caustique mordait sa peau immédiatement. En quelques minutes, ses mains commencèrent à brûler. La peau devint rouge, puis commença à se fissurer aux endroits où elle avait déjà de petites coupures d'aiguilles de la couture. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle frotta chaque casserole avec une détermination méthodique, mettant dans ce travail toute la colère, toute la douleur, tout le désespoir qu'elle ne pouvait exprimer autrement. Les autres servantes l'observaient du coin de l'œil, certaines avec pitié, d'autres avec indifférence. Une ou deux avec une satisfaction cruelle de voir quelqu'un de nouveau commencer au plus bas échelon. « Celle-là ne durera pas une semaine », entendit-elle quelqu'un murmurer. Main trop fine. Une jeune femme éduquée ne supporte pas le vrai travail. Madame Firmin la surveille déjà, ajouta une autre voix avec un rire malveillant. Elle aime briser celles qui arrivent avec des airs. Isabelle fit semblant de ne pas écouter. Elle continua à travailler. Les heures s'étiraient, son dos lui faisait mal d'être courbé sur la bassine. Ses épaules lui brûlaient, ses mains saignaient à certains endroits où la peau s'était complètement rompue. Mais quand elle eut enfin terminé la dernière casserole, quand la dernière pièce de métal brillait reluisante, elle ressentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la fierté exactement, c'était plutôt une confirmation froide. Elle pouvait le faire, elle pouvait y survivre. Madame Rose vint inspecter, prit une casserole et la leva à la lumière qui entrait par la haute fenêtre, cherchant des défauts. Elle n'en trouva aucun. Elle grogna, ce qu'Isabelle apprendrait à être sa façon de montrer son approbation. « Ça va. Maintenant j'ai besoin d'eau. 10 seaux du puits. » Le puits se trouvait à l'arrière de la propriété, à environ 100 mètres de la cuisine. Il était profond, l'eau froide et propre. Le seau de bois, une fois rempli, pesait suffisamment pour faire trembler dangereusement les bras d'Isabelle. Mais elle le porta. Elle revint, le porta à nouveau 10 fois. À chaque voyage, le soleil semblait plus chaud, le chemin plus long, le seau plus lourd. Au 6e voyage, elle trébucha sur une pierre détachée du chemin, et le seau tomba, déversant la moitié de la précieuse eau sur la terre sèche. « Attention, jeune fille !» Madame Rose apparut à la porte de la cuisine comme une furie. L'eau ne pousse pas sur les arbres. Ramenez un autre seau plein. Isabelle retourna au puits, remplit l'eau nouveau le seau et recommença. Quand elle eut enfin achevé les 10 voyages, le soleil était déjà bas à l'horizon, teignant le ciel de couleurs impossibles. Son uniforme était trempé de sueur et d'eau renversée. Son corps entier était une masse pulsante de douleur, mais elle restait debout. « De mange !» Madame Rose poussa une gamelle dans sa direction. C'était de la polenta froide, avec quelques minuscules morceaux de viande séchée.
Ce n'était pas grand-chose, mais Isabelle mangea debout dans un coin de la cuisine. Chaque bouchée était un combat contre la nausée de l'épuisement. Elle avait besoin de force. Elle avait besoin de survivre au lendemain. Ensuite, quand la cloche de la maison sonna 9 heures, Madame Rose renvoya les servantes. « Allez, demain commence tôt. » Isabelle retourna en titubant au cubicule qu'elle appelait maintenant sa chambre. Elle ferma la porte, glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol froid et enfin, seule dans l'obscurité, se permit de sentir la douleur. Elle ne pleura pas, elle n'avait plus de larmes. Elle serra simplement ses genoux contre sa poitrine et attendit que le sommeil l'emporte, fuyant cette réalité impossible, ne serait-ce que pour quelques heures. C'est alors qu'elle entendit un léger coup à la porte, bas, presque imperceptible. Psst! C'était une voix féminine, jeune, hésitante. Isabelle se leva avec difficulté, tous ses muscles protestants. Elle ouvrit la porte à peine. Devant elle se tenait une des jeunes femmes d'origine lointaine qu'elle avait vues dans la cuisine, la plus jeune. Elle devait avoir environ 18 ans, mince, à la peau foncée et aux yeux expressifs qui brillaient dans la faible lumière du couloir. « Je suis Gisèle », dit-elle rapidement, regardant autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules. « J'ai vu vos mains. J'ai apporté ça. » Elle tendit un linge humide et un petit pot en terre cuite. Isabelle prit le pot, l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait une pommade qui sentait les herbes et la graisse. Qu'est-ce que c'est? Pommade de consoude et de graisse de porc. Ma grand-mère m'a appris à la faire avant de mourir. Ça aide la peau à cicatriser plus vite. Gisèle entra rapidement, refermant la porte derrière elle, et prit les mains détruites d'Isabelle et commença à appliquer la pommade avec une douceur surprenante. « Laissez comme ça toute la nuit. Demain, ça ira mieux, pas guéri, mais mieux. Pourquoi m'aidez-vous » Les mots sortirent avant qu'Isabelle ne puisse les retenir. Gisèle leva les yeux, ses yeux rencontrant ceux d'Isabelle dans la pénombre. « Parce que moi aussi, j'ai été la nouvelle servante un jour. Je sais ce que c'est. Je sais ce que fait Madame Firmine. Elle teste toutes les nouvelles. Elle voit qui se brise vite. Celles qui se brisent, elle les utilise sans pitié. Celles qui résistent. » Elle fit une pause significative. « Celles qui résistent, elle les respecte. Elle ne les aime pas, mais elle les respecte. » Elle termina d'appliquer la pommade et enveloppa les mains d'Isabelle dans le linge humide. « Dormez avec ça, et demain, ne montrez aucune faiblesse. Peu importe la douleur, ne la laissez pas voir que vous craquez. C'est ce qu'elle veut. » Gisèle se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Un conseil, le baron passe parfois par l'arrière de la maison tôt le matin, en revenant des écuries. S'il vous demande comment vous allez, soyez honnête, mais ne vous plaignez pas. Il n'aime pas la flatterie, mais il n'aime pas non plus les plaintes. Soyez direct. » « Le baron parle aux servantes ?» Isabelle était surprise. « Pas à toutes, mais aux nouvelles. Parfois, il aime savoir qui travaille sur sa propriété. » Gisèle esquissa un petit sourire. « Ce n'est pas comme la plupart des propriétaires terriens. Il est juste tant que vous travaillez correctement. Mais il est aussi distant. Il a perdu sa femme il y a 4 ans. Depuis, c'est comme s'il vivait à moitié. » Et sur ce, Gisèle disparut dans le couloir sombre, laissant Isabelle à nouveau seule. Mais le poids de la solitude était un peu moins lourd maintenant. Il y avait au moins une personne ici qui avait encore de la compassion, qui se souvenait ce que c'était d'être à sa place. Isabelle s'allongea sur la paillasse inconfortable, sentant la paille piquer son dos à travers le drap fin. Ses mains enveloppées de pommade et de tissu reposaient sur sa poitrine, palpitant d'une douleur sourde. Elle regarda par la minuscule fenêtre et vit des étoiles commencer à apparaître dans le petit morceau de ciel qu'elle pouvait apercevoir. Les mêmes étoiles qu'elle voyait de la fenêtre de sa chambre dans la maison de tante Marie. Elle n'avait pas changé. L'univers n'avait pas changé, seule sa position en lui. De nièce chérie à servante achetée, de personne avec un nom complet à simplement Isabelle.
de quelqu'un avec un avenir à quelqu'un piégé dans un présent éternel de travail et d'humiliation. Mais pour combien de temps? C'était la question qui la tourmentait, alors que finalement, épuisée au-delà de sa capacité à penser, elle sombrait dans un sommeil sans rêve. Pour combien de temps resterait-elle là? Pour combien de temps serait-elle invisible? Pour combien de temps serait-elle juste une de plus parmi tant d'autres? Et surtout, y aurait-il un moyen d'échapper à cette prison sans barreaux? Ou était-elle condamnée à disparaître complètement, engloutie par l'implacable engrenage de la servitude? Les réponses ne vinrent pas cette nuit-là. Elles viendraient éventuellement, mais sous des formes qu'Isabelle n'aurait jamais pu imaginer, car le destin, elle le découvrirait, a un sens de l'humour particulier. Parfois, il place des gens dans les endroits les plus improbables, précisément pour qu'ils trouvent ce qu'ils n'ont jamais su chercher. Et au domaine Sainte-Rita, sous le regard silencieux d'un baron veuf qui observait tout depuis sa fenêtre du 2e étage, quelque chose était sur le point de commencer. Quelque chose de petit, presque imperceptible, comme une graine enfouie dans le sol sombre, attendant patiemment le bon moment pour germer. Isabelle ne le savait pas encore, mais ce premier jour brutal n'était que le début d'un voyage qui l'amènerait des profondeurs les plus sombres de l'humiliation jusqu'à des hauteurs qu'elle n'aurait jamais osé rêver d'atteindre. Car parfois, quand tout semble perdu, quand on a été réduite au plus bas que l'on puisse aller, le seul chemin possible est vers le haut, et elle commencerait à monter, pas immédiatement, pas facilement, mais inexorablement, parce qu'Isabelle Dubois, vendue comme une simple servante, portait en elle quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter et qu'aucune quantité de travail brutal ne pouvait détruire. Elle portait la dignité, et la dignité, comme tante Marie l'avait enseigné, est le seul trésor que personne ne peut voler. On ne peut que le céder. Et Isabelle n'avait aucune intention de céder le sien, ni à Madame Firmin, ni à Antoine, ni à personne. Le réveil du 2e jour fut brutal. Une cloche stridente sonna quelque part dans la maison, tirant Isabelle d'un sommeil profond et sans rêve. Il faisait encore sombre dehors. Il lui fallut quelques secondes pour se souvenir où elle était, et quand elle se souvint, la réalité s'abattit sur elle comme un poids de plomb. Ses mains lui lançaient. La pommade de Gisèle avait aidé. Les blessures ne semblaient pas aussi enflammées que la nuit précédente, mais elles faisaient encore terriblement mal. Chaque mouvement des doigts était une agonie. Elle se leva de la paillasse avec difficulté, chaque muscle de son corps protestant. Elle n'avait jamais travaillé autant physiquement de toute sa vie. Elle se lava le visage à l'eau froide de la bassine, essayant de se réveiller complètement. Il n'y avait pas de miroir suffisamment grand pour voir son reflet entier, mais elle n'en avait pas besoin. Elle savait qu'elle devait avoir l'air horrible. Cernes profonds, peau pâle, cheveux ébouriffés. Elle les attacha comme elle put en un chignon simple et enfila le même uniforme que la veille. Maintenant, avec des taches de sueur et de saleté qu'elle n'avait pas réussi à enlever complètement. Quand elle ouvrit la porte de la petite chambre, le couloir était déjà en mouvement. D'autres servantes passaient pressées vers la cuisine, sans regarder autour d'elles, chacune absorbée par ses propres pensées et tâches. Isabelle les suivit, entrant dans la cuisine qui bourdonnait déjà d'activité malgré l'heure matinale. Madame Rose était au centre, comme toujours, distribuant les ordres. « Vous, Isabelle, aujourd'hui, vous allez apprendre à faire le pain. Faites attention, car je ne répète pas les explications. » Faire le pain se révéla un travail encore plus exténuant que laver les casseroles. La pâte devait être pétrie avec force, pliée et pétrie à nouveau, à plusieurs reprises, jusqu'à atteindre la bonne consistance. Avec ses mains blessées, chaque pression sur la pâte était une torture. Mais Isabelle serra les dents et continua. Madame Rose observait d'un œil critique, corrigeant sa technique, lui montrant le bon point. « Vous apprenez vite », commenta la cuisinière après une heure. « Mais apprendre ne suffit pas. Il faut de l'endurance. Nous faisons du pain tous les jours. 4 fournées. Vous tiendrez le coup ?»« Je tiendrai le coup », répondit Isabelle. Et il y avait dans sa voix une détermination qui fit lever les sourcils à Madame Rose. Les heures suivantes
furent un tourbillon d'activités. Après le pain vint la préparation du petit déjeuner pour la domesticité. Ensuite, laver la vaisselle utilisée. Puis, commencer les préparatifs du déjeuner. Éplucher des pommes de terre, hacher des oignons, nettoyer des légumes. Chaque tâche semblait conçue pour tester les limites de sa résistance physique et mentale. C'est pendant la préparation du déjeuner qu'Isabelle vit enfin le baron de Saint-Rita pour la première fois. Elle transportait de l'eau à nouveau lorsqu'elle entendit des pas fermes dans le couloir qui menait aux écuries. Elle se retourna instinctivement et il était là. Grand. Il devait avoir la quarantaine. Cheveux noirs avec quelques mèches grises aux tempes. Barbe soigneusement taillée, yeux bruns foncés qui semblaient porter un poids immense. Il portait des vêtements de travail simples. Pantalon d'équitation, chemise de lin blanc aux manches retroussées, révélant des avant-bras musclés, bottes de cuir usées par l'usage. Il n'était pas beau au sens conventionnel, mais il avait une présence. Quelque chose dans sa façon de se mouvoir, dans sa posture droite, dans ses larges épaules, attirait l'attention sans effort. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Isabelle fut l'expression de son visage, une fatigue profonde. Non pas la fatigue physique d'une journée de travail, mais quelque chose de plus fondamental. La fatigue de quelqu'un qui a perdu quelque chose de précieux et n'a pas encore appris à vivre sans. Il s'arrêta en la voyant. Ses yeux la parcoururent rapidement, enregistrant l'uniforme de servante, le lourd seau qu'elle portait, les mains visiblement blessées. « Vous êtes nouvelle ici ?» Ce n'était pas une question, mais Isabelle répondit tout de même. « Oui, monsieur le baron. Je suis arrivée hier. » « Comment êtes-vous traité ?» La question la prit par surprise. Elle se souvint du conseil de Gisèle. « Soyez honnête, mais ne vous plaignez pas. » « J'apprends le travail. Monsieur le baron, c'est difficile, mais j'apprends. » Quelque chose passa dans ses yeux, peut-être du respect, peut-être juste la reconnaissance d'une réponse diplomatique. « Vos mains sont blessées. » Soude caustique sur les casseroles hier. Ça va guérir. Madame Rose a de la pommade ? J'utilise déjà de la pommade, monsieur le baron. Une des autres servantes me l'a prêtée. Il acquiesça lentement. Quel est votre nom ? Isabelle Dubois. Monsieur le baron. Isabelle. Il répéta le nom comme pour en tester le poids. Bienvenue au domaine Saint-Rita. Si vous avez besoin de quelque chose que les autres servantes ne peuvent pas vous procurer, Madame Firmine a l'autorité de résoudre, dans la mesure du raisonnable. Merci, monsieur le baron. Isabelle fit une petite révérence, comme on lui avait appris à le faire devant ses supérieurs. Il fit un vague signe de tête et continua son chemin. Mais avant de disparaître dans le couloir, il se retourna une dernière fois. « Isabelle, un travail acharné est attendu ici, mais la cruauté n'est pas tolérée. Si quelqu'un dépasse la ligne entre la rigueur et l'abus, vous avez le droit de le signaler, compris ? Oui, monsieur le baron. Mais Isabelle n'était pas sûre de bien comprendre comment une servante achetée pouvait signaler un abus, qui la croirait. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit cela, une sincérité qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Après qu'il fut parti, Isabelle resta immobile quelques secondes, assimilant la rencontre. Alors, c'était cet homme qui avait payé 2000 francs pour elle. Il semblait normal, fatigué, distant, mais pas cruel. Pas le monstre qu'elle avait imaginé les nuits avant d'arriver ici. Alors, vous avez rencontré le maître ? Gisèle apparut à ses côtés, surgissant de nulle part comme un esprit, et apparemment, vous avez survécu à la conversation. Bon signe. Il a l'air triste. Oui. La baronne Hélène est morte il y a 4 ans de fièvre puerpérale après avoir donné naissance. Le bébé est mort aussi. Depuis, il n'est plus que la moitié de l'homme qu'il était. Il travaille sans relâche, gère le domaine impeccablement. Mais c'est comme s'il ne faisait que remplir ses obligations, sans vraiment vivre. Isabelle sentit un pincement au cœur. Elle connaissait ce genre de douleur, la douleur de la perte qui laisse un vide permanent. Il l'aimait beaucoup, ils étaient l'un des rares couples que j'ai vus qui s'aimaient vraiment. Pas un mariage arrangé par commodité,
mais un amour véritable. Quand elle est morte, une partie de lui est morte aussi. Gisèle soupira. Mais venez, nous perdons du temps. Madame Rose n'aime pas voir les gens inactifs. Le reste de la journée passa à un rythme effréné. Isabelle apprit que la routine de la cuisine était implacable. Il y avait toujours quelque chose à faire, toujours quelqu'un ayant besoin d'eau, de bois ou de vaisselle propre. Ses mains saignaient de nouveau à la fin de la journée, la pommade de Gisèle n'étant pas suffisante pour protéger une peau déjà abîmée. Mais quelque chose commença à changer ce deuxième jour. Les autres servantes, qui l'avaient initialement ignorée ou observée avec scepticisme, commencèrent à reconnaître qu'elle n'abandonnerait pas facilement. Madame Rose, bien que ne la félicitant jamais ouvertement, cessa de critiquer chaque petite erreur. Et Madame Firmin, lors de sa ronde vespérale dans la cuisine, regarda Isabelle avec des yeux légèrement moins hostiles. « Vous êtes toujours là » commenta sèchement la gouvernante. « Oui, madame. » Beaucoup abandonnent le deuxième jour. Elles ne supportent pas la réalité quand la nouveauté passe et qu'il ne reste que le travail. « Je n'ai nulle part où aller, » répondit Isabelle honnêtement. « Alors, travailler ici est ma seule option. J'ai l'intention de faire de mon mieux. » Madame Firmin l'étudia longuement. Nous verrons combien de temps cette détermination dure. Mais quand elle se tourna pour partir, Isabelle jura avoir vu quelque chose qui ressemblait à de l'approbation au coin de sa bouche sévère. Cette nuit-là, après le frugal dîner de haricots avec de la farine, Isabelle retourna dans sa petite chambre épuisée, mais avec un sentiment différent. Ce n'était pas le bonheur, loin de là, mais c'était quelque chose qui ressemblait à de l'acceptation. C'était sa réalité. Maintenant, elle pouvait la combattre et se détruire dans le processus, où elle pouvait l'accepter et travailler dans les limites pour survivre, et peut-être, éventuellement, trouver une issue. Alors qu'elle appliquait une nouvelle couche de pommade de Gisèle sur ses mains, elle pensa au baron, à ses yeux fatigués, à la façon dont il avait regardé ses mains blessées avec quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Il avait payé pour elle, oui, mais ne semblait pas heureux de l'arrangement. Il semblait simplement pragmatique. Il avait besoin de servantes. Quelqu'un avait proposé une transaction simple. Mais était-ce seulement cela, ou y avait-il quelque chose de plus? La façon dont il avait demandé si elle était bien traitée suggérait qu'il se souciait au moins du bien-être de base de ceux qui travaillaient pour lui. C'était plus que ce que faisaient de nombreux propriétaires terriens. Isabelle s'allongea sur la paillasse, sentant son corps endolori commencer enfin à se détendre. 3 jours. Elle n'était là que depuis 3 jours depuis son arrivée. 4 depuis qu'elle avait quitté la maison de tante Marie. Cela semblait une vie entière. La femme qui était partie d'Auvergne dans la charrette de Monsieur Jacques n'existait plus. Elle avait été transformée, brûlée au feu de la réalité brutale. Et ce qui restait était quelque chose de plus dur, de plus résilient. Elle ne savait pas encore que cette transformation n'était que le début, que les mois à venir apporteraient des changements qu'elle ne pouvait pas prévoir, que l'homme aux yeux fatigués qui avait croisé son chemin ce matin-là deviendrait quelque chose de beaucoup plus significatif dans sa vie. Mais à ce moment-là, dans l'obscurité de la minuscule chambre, Isabelle dormit simplement, sans rêve, sans espoir, sans peur, juste le vide de l'épuisement absolu. Et le matin, quand la cloche sonnerait de nouveau, elle se lèverait et recommencerait, parce que c'était ce qu'il fallait faire, continuer un jour à la fois, une tâche à la fois, une respiration à la fois. La survie, elle l'apprenait, n'était pas une question de grands gestes héroïques, c'était une question de petite persistance, de continuer quand chaque fibre du corps criait d'abandonner, de maintenir sa dignité quand le monde conspirait pour la lui voler, de se souvenir qui on était à l'intérieur, même quand le monde vous traitait comme personne à l'extérieur. Et Isabelle Dubois, vendue comme servante, réduite à un simple nom, avait cette persistance. Elle l'avait en abondance, car tante Marie n'avait pas élevé une jeune femme faible, elle avait élevé une survivante. Et les survivantes, peu importe combien de fois elles sont abattues, trouvent toujours un moyen de se relever. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois.
L'hiver céda la place au printemps et avec lui vinrent des changements subtils dans la routine du domaine. La récolte de café approchait, signifiant plus de travail pour tous, plus de bouches à nourrir avec les travailleurs temporaires qui arrivaient, plus de vêtements à laver, plus de nourriture à préparer. Isabelle trouva son rythme. Ses mains, initialement douces et inadaptées au travail physique, développèrent des callosités. Ses muscles, autrefois faibles, se renforcèrent. Elle apprit chaque recoin de la cuisine, chaque particularité du four capricieux, chaque préférence de Madame Rose. Elle devint efficace, non seulement compétente, mais vraiment douée dans ce qu'elle faisait. Elle découvrit qu'elle avait un talent naturel pour la cuisine, quelque chose qu'elle n'avait jamais su, car dans la maison de Tante Marie, la cuisine était le territoire de sa tante. Ici, sous la direction sévère mais juste de Madame Rose, elle apprit non seulement les recettes, mais les principes qui les sous-tendaient, pourquoi certains ingrédients fonctionnaient ensemble, comment ajuster les assaisonnements, comment sauver des plats qui semblaient perdus. « Vous avez la main heureuse », commenta Madame Rose un jour, goûtant un ragoût qu'Isabelle avait préparé. « La nourriture faite par vous a de l'amour. Cela ne s'apprend pas. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. » C'était le plus grand compliment que la cuisinière lui eût jamais fait. Isabelle sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas de la fierté exactement, car la fierté semblait une émotion trop grande pour quelque chose d'aussi simple que de faire de la nourriture. Mais c'était de la satisfaction. La satisfaction de bien faire quelque chose, d'être utile, d'avoir un but, même si ce n'était que de nourrir des gens. Sa relation avec les autres servantes changea également. Gisèle était devenue une véritable amie, la seule personne avec qui Isabelle pouvait parler honnêtement. Elles découvrirent qu'elles avaient plus en commun qu'elles ne l'imaginaient. Gisèle avait elle aussi été séparée de sa famille, vendue enfant après la mort de ses parents. Elle travaillait au domaine depuis 6 ans, depuis l'âge de 12 ans. Vous, au moins, avez eu une tante qui vous a aimé, dit Gisèle un soir, alors qu'elle aidait Isabelle à recoudre une déchirure dans son uniforme. Je ne me souviens pas de mes parents. Je me souviens seulement d'être passé de main en main, de maison en maison, jusqu'à arriver ici. Et ici, c'est mieux, demanda Isabelle. Ici, c'est tolérable. Le baron n'est pas cruel. Madame Firmine est sévère mais juste. Madame Rose est ronchon mais a un bon cœur. J'ai travaillé dans des endroits pires, sa voix faiblit. Des endroits où les hommes pensaient pouvoir faire ce qu'ils voulaient, des servantes. Ici, non. Le baron ne permet pas ça. Tout travailleur qui harcèle une servante est immédiatement renvoyé. Isabelle absorba cette information silencieusement. Elle n'avait pas beaucoup réfléchi à cet aspect de la vie au domaine, mais maintenant que Gisèle le mentionnait, elle réalisait que c'était vrai. Aucun des hommes qui travaillaient sur la propriété ne l'avait importuné. Certains regardaient, bien sûr, mais seulement regardaient. Jamais ils n'avaient essayé de toucher ou de faire des commentaires inappropriés. Le baron a perdu sa femme enceinte, continua Gisèle. Je pense que cela l'a rendu particulièrement protecteur envers les femmes. Il ne supporte pas l'idée que quelqu'un de vulnérable soit exploité. C'était une facette intéressante de l'homme qu'Isabelle voyait rarement. Il passait occasionnellement par la cuisine, toujours en route vers un endroit, toujours occupé. Parfois, il s'arrêtait pour demander comment était la nourriture, s'il y avait un problème d'approvisionnement. Il était poli, direct, mais distant. Il ne s'attardait jamais, ne conversait jamais au-delà du strict nécessaire. Mais Isabelle commença à le remarquer d'autres manières. Elle le voyait passer tôt le matin, revenant des écuries, toujours avec une posture militaire, les épaules droites, mais avec ce poids invisible qu'il portait. Elle le voyait revenir au crépuscule, parfois couvert de poussière des plantations, la fatigue évidente dans ses mouvements plus lents, et parfois, quand il pensait que personne ne le regardait, elle le voyait arrêté sur la véranda, regardant l'horizon, avec une expression de telle désolation que son cœur se serrait. C'était un homme profondément solitaire, réalisa-t-elle, entouré de gens, responsable de dizaines de travailleurs, mais fondamentalement seul. Ce fut un jour d'octobre, alors que le printemps battait son plein et que l'air sentait les fleurs et la terre fertile, que quelque chose changea. Isabelle était dans l'arrière-cour,
étendant du linge lavé quand elle entendit des voix altérées venant des écuries. Des voix masculines, l'une appartenant clairement au baron, l'autre à quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Curieuse, elle s'approcha prudemment, ne voulant pas être vue comme une fouine, mais incapable de résister à la curiosité. Cachée derrière un muret bas, elle pouvait voir sans être vue. Le baron affrontait un homme plus âgé, corpulent, en vêtements d'équitation. « Je n'accepte pas cela sur ma propriété, Malaki. Je ne l'ai jamais accepté et ne l'accepterai jamais. Mais, monsieur le baron, ce n'est qu'une simple bonne. Quelle importance cela a-t-il » Elle ne s'est pas plainte. Quelle importance cela a-t-il? La voix du baron était glaciale. La différence est qu'elle est un être humain, pas un objet. Et si elle ne s'est pas plainte, c'est par peur, pas par consentement. Vous êtes renvoyé. Je veux que vous soyez hors de ma propriété avant le coucher du soleil. Pour une domestique? Pour des principes, quelque chose que vous ne possédez manifestement pas. Allez-vous-en maintenant. L'homme partit en soufflant d'indignation, mais il partit. Et le baron resta immobile là pendant un long moment, les poings serrés, la respiration lourde, comme s'il avait couru une longue distance. Isabelle retourna silencieusement à son travail avec le linge, mais la scène la marqua. Le baron avait défendu une domestique, risquant de perdre un travailleur qualifié pour une question de principe. Combien d'hommes de sa position feraient de même? Combien verraient même un problème dans la situation? Elle ne le remarqua pas, mais le baron l'avait vu aussi. Il l'avait vu derrière le mur, observant. Il n'avait rien dit, mais il avait enregistré. Il avait enregistré ses yeux, grands et sombres, observant avec une intelligence évidente. Il avait enregistré la façon dont elle était rapidement retournée à son travail, respectant sa vie privée. Il avait enregistré qu'elle était là, toujours là, une partie silencieuse mais constante du paysage de son domaine. Ce n'était pas la première fois qu'il remarquait Isabelle. Au cours des semaines depuis son arrivée, il avait observé ses progrès avec un intérêt discret. Il avait vu comment elle travaillait sans se plaindre, malgré ses mains blessées. Il avait vu comment elle apprenait vite, s'adaptait, prospérait même dans des conditions difficiles. Il avait vu l'intelligence dans ses yeux, la dignité dans son maintien, même vêtue d'un humble uniforme de servante. Elle l'intriguait. La plupart des servantes acquises arrivaient brisées, vaincues. Isabelle était arrivée ainsi aussi. Il l'avait vue le premier jour, mais au lieu de rester brisée, elle s'était reconstruite. Il y avait en elle une force qui défiait les circonstances. Et la force, il la reconnaissait. La guerre lui avait appris à reconnaître les personnes qui avaient ce qu'il fallait pour survivre à l'enfer et, malgré tout, rester humaine. Mais reconnaître la force était une chose, se laisser affecter par elle en était une autre. Et le baron Henri de Saint-Rita n'avait aucune intention d'être affecté par quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Hélène était morte il y a 4 ans, mais la blessure restait fraîche. Il s'était complètement enfermé après sa mort, jurant de ne plus jamais permettre à quelqu'un d'entrer si profondément dans son cœur. La douleur était trop grande, la perte insupportable. Mieux valait rester vide que de risquer de ressentir cela à nouveau. Alors, pourquoi ses yeux cherchaient-ils Isabelle quand il passait par la cuisine? Pourquoi remarquait-il quand elle était là et quand elle ne l'était pas? Pourquoi ce matin-là, après avoir renvoyé Malachi, se surprit-il à penser à ce qu'elle avait dû penser en assistant à cette scène? Il secoua la tête, irrité contre lui-même. C'était ridicule. Elle était une servante, il était un baron. Des mondes séparés par des abîmes infranchissables de classe et de conventions sociales. Penser à elle comme autre chose qu'une employée compétente était non seulement inapproprié, mais dangereux. Il retourna au travail, chassant de son esprit les pensées d'yeux sombres et de maintien digne. Il avait un domaine à administrer, une récolte à superviser, des affaires à gérer. Il n'avait ni le temps, ni l'énergie émotionnelle pour les complications, mais le cœur humain, il le découvrirait à sa propre volonté. Et parfois, peu importe combien l'esprit résiste, le cœur trouve des fissures dans les défenses les plus soigneusement construites.
de petites fissures, presque imperceptibles, mais suffisantes. Suffisantes pour que la lumière commence à entrer. Suffisantes pour que quelque chose d'endormi commence à s'éveiller. Suffisantes pour transformer l'impossible en possible. Mais cela prendrait du temps, des mois encore, car les véritables changements, ceux qui comptent vraiment, ne se produisent jamais soudainement. Ils croissent lentement, comme des plantes. Ils ont besoin de temps, de patience, de soins. Et Isabelle et le baron devaient d'abord apprendre quelque chose de fondamental. Ils devaient apprendre que la valeur ne vient pas de la position sociale ou des circonstances. Elle vient de l'intérieur, elle vient de l'essence immuable qui demeure lorsque tout le reste est enlevé. Isabelle devait apprendre qu'elle n'avait pas perdu sa valeur quand elle avait été vendue. Le baron devait apprendre qu'il n'avait pas cessé de pouvoir aimer quand Hélène était morte. C'étaient des leçons difficiles, douloureuses, qui exigeraient non seulement du temps, mais aussi du courage. Le courage de se regarder honnêtement, le courage de défier des croyances qui semblaient immuables, le courage de risquer à nouveau quand tout en soi criait de rester en sécurité. Mais avant que ces leçons ne puissent être apprises, avant qu'une véritable transformation ne puisse avoir lieu, quelque chose devait se produire en premier. Un événement qui forcerait Isabelle et le baron à se voir l'un l'autre, non pas comme servantes et maîtres, non pas comme des positions sociales séparées, mais comme des personnes également blessées, également solitaires, également humaines. Cet événement viendrait bientôt, sous une forme qu'aucun des deux ne pourrait prévoir. Et quand il viendrait, il changerait tout. Il modifierait en permanence la trajectoire de leur vie, entrelaçant des destins qui semblaient complètement séparés. Mais pour l'instant, ce jour d'octobre, avec l'air plein des promesses du printemps, ils continuaient leur routine séparée. Isabelle étendant le linge dans la cour, le baron s'occupant des affaires du domaine. Deux mondes parallèles ne se touchant pas encore. Pas encore, mais bientôt. Le mois de novembre apporta une chaleur croissante et avec elle une crise inattendue. Une des servantes les plus anciennes, Joséphine, tomba gravement malade. Forte fièvre, frissons, délire. Madame Rose diagnostiqua le paludisme, courant dans la région pendant les saisons plus chaudes. Joséphine logeait dans une petite chambre similaire à celle d'Isabelle, mais encore plus petite, sans fenêtre. La chaleur y était insupportable, l'air étouffant. Madame Rose et Madame Firmine s'occupaient d'elle comme elles pouvaient, mais elles avaient d'autres responsabilités. Le domaine ne s'arrêtait pas parce qu'une servante était malade. Ce fut Isabelle qui se porta volontaire pour rester auprès de Joséphine pendant les nuits. « Je peux dormir quelques heures le jour », argumenta-t-elle. « Mais elle a besoin de quelqu'un pendant la nuit. Elle ne peut pas rester seule dans cette chambre quand la fièvre est haute. » Madame Firmine la regarda avec surprise, qui se transforma rapidement en approbation. « Vous pouvez faire cela, mais ne négligez pas vos tâches de jour. Le domaine ne s'arrête pas pour la maladie. » Alors, Isabelle assuma la veillée nocturne. Après avoir terminé son travail en cuisine, elle se rendait dans la petite chambre étouffante, où Joséphine brûlait de fièvre, lui posait des compresses froides sur le front. Elle la forçait à boire de l'eau quand elle était un minimum consciente. Elle lui tenait la main quand elle délirait. Joséphine avait peut-être 50 ans, bien qu'elle parût plus âgée. Elle avait travaillé au domaine pendant près de 30 ans, depuis son enfance. Elle n'avait pas de famille, rien d'autre que son travail. Pendant ses délires, elle parlait à des personnes décédées depuis des décennies, revivant d'anciens souvenirs qu'Isabelle comprenait à peine. La troisième nuit, alors que la fièvre semblait pire et qu'Isabelle craignait sérieusement que Joséphine ne voie pas un autre lever de soleil, elle entendit des pas dans le couloir, des pas lourds, masculins. La porte s'ouvrit et le baron entra, portant une lampe et une petite sacoche en cuir. « Comment va-t-elle » Sa voix était basse mais ferme. « La fièvre est très haute, monsieur le baron. Je n'arrive pas à la faire baisser. » Il y avait du désespoir dans la voix d'Isabelle. 3 nuits sans dormir correctement la laissaient à bout. Le baron s'approcha du lit, posant sa main sur le front de Joséphine. Il fronça les sourcils.
J'ai de la quinine dans ma sacoche. C'est ta mère, mais elle doit en prendre. Cela peut l'aider? Je peux essayer, monsieur le baron. Ils travaillèrent ensemble les heures suivantes. Le baron mélangea la quinine avec de l'eau sucrée pour en masquer le goût. Isabelle tint Joséphine, levant délicatement sa tête, tandis qu'il administrait la dose goutte à goutte. Ensuite, ils changèrent les compresses, rafraîchirent les draps trempés de sueur. C'était un travail intime de prendre soin de quelqu'un d'aussi malade. Cela exigeait coordination, patience, gentillesse. Et travaillant côte à côte dans ce minuscule espace, Isabelle et le baron se virent vraiment pour la première fois, non pas comme servante et maître, mais comme deux êtres humains unis dans un but commun, sauver une vie. « Vous êtes ici toutes les nuits ?» demanda le baron pendant qu'ils attendaient que la quinine fasse effet. « Oui, monsieur le baron, quelqu'un doit être là. »« Pourquoi ? Joséphine n'est pas de votre famille, vous la connaissez à peine. » Isabelle réfléchit attentivement avant de répondre, « Parce que quand ma tante mourait, j'étais seul avec elle. Personne d'autre ne s'est soucié assez pour rester, personne d'autre ne s'en est occupé, et j'ai juré que si jamais je voyais quelqu'un dans la même situation, je ne laisserais pas cette personne seule, quelle qu'elle soit. » Le baron resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix avait une qualité différente. « Vous avez perdu votre tante récemment. »« Il y a 3 mois, monsieur le baron. C'est pour cela que je me suis retrouvé ici. Après sa mort, mon cousin m'a vendu pour régler ses dettes. »« Vendu ?» Le mot sortit lourdement. « Votre cousin vous a vendu. »« Oui, monsieur le baron. » Un autre silence. « Alors, je suis désolé pour votre perte, et je le suis encore plus pour les circonstances qui vous ont amené ici. » C'étaient des mots simples, mais ils portaient une sincérité qui toucha quelque chose de profond en Isabelle. Personne, depuis qu'elle était arrivée au domaine, n'avait exprimé quoi que ce soit de semblable à de l'empathie pour sa situation. C'était juste des faits de la vie. Les pauvres étaient vendus, achetés, utilisés. C'était ainsi que le monde fonctionnait. Mais cet homme, ce baron, qui avait perdu sa propre femme, comprenait la perte, reconnaissait la douleur et avait suffisamment de compassion pour l'exprimer, même à une simple servante. « Merci, monsieur le baron, » dit Isabelle doucement, « et je suis aussi désolée pour votre perte. Gisèle m'a parlé de la baronne Hélène. » Le baron se raidit visiblement. Un instant, Isabelle craignit d'avoir franchi une ligne invisible, mais il se détendit légèrement. C'était il y a 4 ans, cela semble encore hier. La perte ne respecte pas le temps, monsieur le baron. Elle fait mal aujourd'hui, autant qu'elle a fait mal le premier jour. Nous apprenons seulement à mieux la porter. Il se tourna pour la regarder directement, et Isabelle vit de la surprise dans ses yeux. « Vous êtes très sage pour quelqu'un d'aussi jeune. » « Je ne suis pas sage, monsieur le baron, j'ai juste dû grandir vite. » Ils veillèrent ensemble jusqu'à l'aube. Ils parlèrent peu, mais il y avait une communication silencieuse dans le travail partagé. Quand la première lumière commença à entrer par la porte, la fièvre de Joséphine commença enfin à céder. Elle dormait maintenant, non plus dans un délire, mais dans le sommeil naturel de la guérison. « La quinine a fonctionné », dit le baron avec une satisfaction évidente. « Elle va s'en sortir, grâce à vous et à vos veillées, si elle était restée seule ces nuits. » Elle n'était pas seule, monsieur le baron, et maintenant elle ne le sera pas. Je resterai ici jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Le baron l'étudia longuement. « Isabelle, puis-je vous poser une question personnelle ? » « Oui, monsieur le baron. Pourquoi n'êtes-vous pas amère après tout ce qui vous est arrivé? La trahison, la vente, le dur labeur ici, la plupart seraient remplis de colère. » Isabelle réfléchit honnêtement à la question. « J'ai de la colère, monsieur le baron. Beaucoup de colère. Mais j'ai découvert que la colère que l'on garde en soi ne fait que s'empoisonner soi-même. Elle ne blesse pas celui qui l'a causée. Alors, je choisis d'utiliser cette énergie pour d'autres choses, pour bien travailler,
Pour aider quand je peux, pour garder ma dignité intacte. Dignité intacte. Il répéta les mots comme pour en tester le poids. C'est exactement ça, n'est-ce pas? On peut tout enlever à quelqu'un, mais on ne peut pas enlever la dignité. Cela, la personne doit le céder. Ma tante disait cela, elle vous a bien élevé. Ce furent les mots les plus gentils que quelqu'un ait dit à Isabelle depuis qu'elle était arrivée au domaine. Elle sentit des larmes brûler ses yeux, mais elle cligna fermement pour les repousser. Elle ne pleurerait pas devant lui. Pas maintenant. Le baron se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Isabelle, à partir d'aujourd'hui, vous ne travaillerez plus en cuisine. Je veux que vous vous occupiez de Joséphine jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Ensuite, nous verrons où vos talents pourront être le mieux utilisés. Vous avez manifestement des compétences qui sont gaspillées à laver des casseroles. »« Monsieur le baron, Isabelle ne savait que dire. Ce n'est pas une faveur, c'est une reconnaissance de compétence. Madame Firmin sera d'accord. Bonne nuit, Isabelle. Et il sortit, la laissant seule avec Joséphine endormie et un tourbillon d'émotions qu'elle parvenait à peine à traiter. Quelque chose avait changé cette nuit-là. Quelque chose de fondamental dans la façon dont le baron la voyait. Elle n'était plus seulement une servante anonyme, elle était une personne avec un nom, une histoire, une valeur. Il fallut 2 semaines à Joséphine pour se rétablir complètement. Pendant ce temps, Isabelle s'occupa d'elle jour et nuit, ne dormant que quelques siestes lorsque la patiente était stable. Madame Rose envoyait de la nourriture, Madame Firmin fournissait des draps propres et le baron passait quotidiennement pour vérifier les progrès. Ces visites du baron devinrent une partie de la routine. Il arrivait généralement en fin d'après-midi, restait quelques minutes, posait des questions sur les symptômes, vérifiait s'ils avaient besoin de quelque chose. Mais progressivement, les conversations s'étendirent au-delà des questions médicales. Il parlait du domaine, de la récolte de café qui approchait, des changements qu'il prévoyait d'apporter à la propriété. Il lui demandait son opinion sur des choses surprenantes, sur le menu de la cuisine, sur le moral des servantes, sur de petites améliorations qui pourraient être apportées. Et Isabelle découvrit qu'elle avait des opinions, qu'elle pouvait les articuler clairement, qu'il écoutait vraiment, non pas comme un maître indulgent tolérant la conversation d'une servante, mais comme quelqu'un de véritablement intéressé par ce qu'elle avait à dire. Les servantes ont besoin d'au moins 1 jour de congé par mois, dit-elle un jour, prenant courage. Elles travaillent 7 jours sur 7, des semaines sans fin, elles finissent épuisées, malades. 1 jour de repos mensuel augmenterait la productivité le reste du temps. Il y réfléchit. C'est logique. Je l'appliquerai. Quoi d'autre? La nourriture des servantes est très pauvre, monsieur le baron, principalement de la polenta et des haricots. Un peu plus de variété, peut-être de la viande 1 fois par semaine, améliorerait leur santé et leur disposition. C'est logique aussi. J'aurais dû y penser avant. Vous voulez autre chose? Isabelle hésita, mais il l'encouragea d'un geste. Dites. Vous ne serez pas puni pour des suggestions raisonnables. Les chambres des servantes n'ont pas une ventilation adéquate, monsieur le baron. C'est pourquoi les maladies se propagent si facilement. Des fenêtres plus grandes, ou au moins plus d'ouverture, aideraient. Notez, je ferai faire les rénovations avant l'été. Il l'étudia avec cette intensité qu'elle commençait à reconnaître. Vous pensez comme une administratrice, Isabelle. Vous voyez le tableau d'ensemble, pas seulement vos propres circonstances. Je vis ici, monsieur le baron. Ce qui affecte les autres servantes m'affecte aussi. Améliorer les conditions générales améliore ma condition aussi. Pragmatisme allié à la compassion, une combinaison rare. Quand Joséphine fut finalement complètement rétablie et retourna à un travail léger, le baron appela Isabelle à son bureau. C'était la première fois qu'elle entrait dans cette partie de la maison. Le bureau était spacieux, tapissé de livres, avec une grande table en palissandre, couverte de papiers et de cartes. « Asseyez-vous » dit-il en lui désignant une chaise. Isabelle s'assit, nerveuse, pas encore habituée à être traitée avec une telle formalité.
Isabelle, vous avez de l'éducation, vous savez lire, écrire, faire des comptes, n'est-ce pas? Oui, monsieur le baron. Ma tante a tenu à m'éduquer. Et vous savez coudre, broder, cuisiner, prendre soin des malades, vous êtes compétente dans tous ces domaines. J'essaie de l'être, monsieur le baron. Vous êtes gaspillée comme simple servante. Je veux vous offrir un poste différent, celui d'assistante gouvernante, travaillant sous la supervision de madame Firmin. Un salaire adéquat, une meilleure chambre, des responsabilités plus importantes. Cela vous intéresse-t-il? Isabelle sentit son cœur s'emballer. Assistante gouvernante, c'était un immense progrès. Cela signifiait de l'autorité sur les autres servantes, un meilleur traitement, une reconnaissance. Mais cela signifiait aussi des complications. Les autres servantes pourraient ressentir sa promotion si rapide, et il y avait madame Firmin à considérer. Madame Firmin a-t-elle accepté cela, monsieur le baron? Elle a accepté. C'était son idée, en fait. Elle a dit que vous avez un talent naturel pour l'organisation et le leadership, que ce serait un gaspillage de vous maintenir dans des tâches de base. Isabelle pouvait à peine y croire. Madame Firmin, qui avait été si sévère au début, la recommandait maintenant pour une promotion. J'accepte, monsieur le baron, et je vous remercie de votre confiance. La confiance est méritée, mais Isabelle, elle vient avec des responsabilités. Vous serez l'intermédiaire entre moi et la domesticité féminine. Vous devrez faire preuve de discernement, de fermeté quand c'est nécessaire, mais aussi de compassion. Pouvez-vous faire cela? Je ferai de mon mieux, monsieur le baron. Et alors, pour la première fois depuis son arrivée au domaine, le baron sourit. Ce n'était pas un grand sourire, juste une légère courbure des lèvres, mais cela transforma complètement son visage, le faisant paraître des années plus jeune, moins accablé. « Je suis sûr que vous le ferez, Isabelle. Bienvenue à l'administration du domaine Saint-Rita. » Quand Isabelle sortit de ce bureau, elle tremblait. En quelques mois, elle était passée du plus bas échelon de la hiérarchie du domaine à une position de réelle responsabilité, et plus significatif que la position était ce qu'elle représentait, la reconnaissance. Elle avait été vendue comme une simple servante, traitée comme une marchandise sans valeur, mais quelqu'un avait regardé au-delà des circonstances et avait vu ce qu'elle était vraiment. Il avait vu l'intelligence, la compétence, le potentiel. Il avait vu un trésor là où d'autres n'avaient vu qu'une servante. Et cet quelqu'un, ce baron veuf aux yeux tristes, était sur le point de découvrir que parfois les trésors les plus précieux arrivent déguisés, enveloppés d'humiliation et de douleur, mais quand ils sont reconnus, quand ils sont valorisés, ils brillent d'une lumière qu'aucune adversité ne peut éteindre complètement.